Et l'on va parler d'antisémitisme, de terrorisme et d'antiterrorisme. Je vous présente nos invités. Fethi Benslama, bonjour. Vous êtes psychanalyste, membre de l'Académie tunisienne, auteur notamment de Le saut épique ou Le basculement dans le djihad aux éditions Actes Sud. En face de vous, une avocate, Marie Dosé, bonjour. Vous êtes avocate pénaliste et on vous doit notamment Les victoires de Daesh, publiées aux éditions Plomb. Une actualité percute l'autre. Il y a donc ce projet de loi antiterroriste. Il y a eu l'attaque terroriste qui a coûté la vie à Stéphanie Monfermé et puis le jugement au sujet du meurtre de Sarah Halimi et les polémiques qu'il a suscitées suite à la décision de considérer comme irresponsable l'assassin de cette femme. Et puis ce matin, il y a par exemple dans Le Parisien la question des anciens brigadistes italiens. 7 anciens activistes des années 70 ont été interpellés hier en France pour être mis à l'Italie où ils sont accusés de nombreux actes terroristes. Une décision donc qu'a prise Emmanuel Macron qui revient sur une forme de jurisprudence formulée à l'époque de François Mitterrand. 7 Italiens, donc 5 hommes et 2 femmes, la plupart anciens membres des Brigades Rouges, condamnés dans la péninsule pour des actes de terrorisme commis dans les années 1970 et 1980 ont été arrêtés. Votre réaction, maître Marie Dosé? L'Élysée présente au contraire ces arrestations comme conformes à la doctrine Mitterrand qui protégeait, en tout cas qui avait accepté l'exil, de protéger ses membres des Brigades Rouges, sauf crime de sang. Donc, à ce que j'ai cru comprendre, il y a eu environ 200 demandes qui ont été transmises aux autorités françaises et seules 10 auraient été retenues, justement, eu égard au caractère extrêmement grave des crimes commis par ceux qui risquent donc aujourd'hui l'extradition. Ma réaction, c'est que j'ai toujours beaucoup de mal, moi, avec la justice et la décision politique en même temps. Doctrine Mitterrand d'un côté, on se souvient que Nicolas Sarkozy, en 2008, avait sauvé de l'extradition Marina Petrella, eu égard à son état de santé. Et puis, aujourd'hui, quelque part, c'est toujours l'Élysée, ou en tout cas le garde des Sceaux, qui va décider de qui pourrait être extradé ou pas. Maintenant, il en revient au parquet général, puis à des juges de poursuivre cette procédure d'extradition. Mais ce choix m'apparaît éminemment politique. Et 40 ans après les faits, moi qui suis une fervente défenseur de la prescription de la peine également, cela me pose une vraie difficulté. Ces personnes, pendant 40 ans, ont eu des enfants, ont eu des petits-enfants, se sont insérés en France, ont eu des titres de séjour. Il est éminemment compliqué aujourd'hui de choisir lesquels vont devoir finalement être extradés et être jugés. Expliquez-nous. Attention, pas seulement être jugés, c'est ça la difficulté. N'oubliez pas que Battisti, parce qu'on a tous en tête Battisti. Alors, il faut rappeler qui est Battisti et en quoi cette affaire a défrayé la chronique jusqu'au retour, suite à son extradition de Battisti. Il était au Brésil. Elle avait défrayé la chronique parce que Battisti avait toujours nié les crimes qui lui étaient reprochés. 4 crimes. Et qu'il n'avait jamais rencontré ses juges à l'époque, puisqu'il avait été représenté par un avocat durant ses procès, mais que lui était évidemment absent. Donc, finalement, son extradition a été décidée. Alors, il y avait une mobilisation d'intellectuels, de Bernard-Henri Lévy à beaucoup d'autres, et il a été retrouvé au Brésil et donc remis aux autorités italiennes. Des intellectuels qui le considéraient comme innocent, puisque celui-ci avait menti, c'est ce qu'il a dit à la justice italienne au moment de son arrestation, il y a quelques mois, et il a expliqué qu'il avait menti et qu'il avait commis ces crimes et qu'il demandait pardon. Oui, mais jamais il ne l'a fait dans le cadre d'une enceinte judiciaire et c'est ça ma difficulté. C'est qu'en France, on a beau être représenté par un avocat devant une cour d'assises, on peut être à nouveau jugé parce qu'on n'a pas comparu devant la cour d'assises. Cesare Battisti ne sera pas jugé personnellement. Il a été représenté par un avocat, mais lorsqu'il est rentré en Italie, ou en tout cas lorsqu'on a été jusqu'au bout de sa procédure d'extradition, il n'a pas été à nouveau jugé. Ses aveux l'ont été faits face à un représentant du parquet, mais pas dans le cadre d'une nouvelle cour d'assises, d'un nouveau jugement. Et j'ai toujours, moi, évidemment, énormément de mal avec ces peines qui sont exécutées alors même qu'on n'a jamais directement participé
participer à son jugement. Alors, la question de la prescription, expliquez-nous, maître Marie Dauzé, lorsque l'on a commis des crimes, donc ce sont des crimes qui remontent à de nombreuses années, puisque c'est François Mitterrand qui a décidé, dit l'avocate de l'une de ces personnes interpellées, non pas de leur donner asile, c'est pas François Mitterrand, c'est la France, dit-elle, qui leur a donné asile. Donc on parle de faits qui ont une quarantaine d'années. Est-ce qu'il est possible d'arrêter ces différentes personnes au prétexte qu'ils ont déjà été jugés? Alors, dans ce que j'ai lu, très récemment, parce qu'on ne connaît pas chaque cas. Oui, les dossiers... Mais le ministre de la Justice italien a expliqué que certaines de ces personnes risquaient de voir leurs actes prescrits. Alors, est-ce qu'il parle de la prescription de la peine déjà prononcée? Mais lorsqu'une peine est prononcée, est-ce qu'elle peut être prescrite? Au bout de plusieurs dizaines d'années, oui, il n'y a pas que la prescription de l'action publique, il y a aussi la prescription de la peine. Maintenant, il faudrait connaître exactement le sort judiciaire qui a été réservé à ces personnes et surtout quelle est la prescription qui s'applique en Italie les concernant. Mais alors pourquoi Cesare Battisti n'a-t-il pas bénéficié de cette prescription? Mais parce qu'à l'époque, la peine n'était pas prescrite. Au moment de l'extradition de Cesare Battisti, la peine qui avait été prononcée alors qu'il était absent de ce procès n'était pas prescrite en Italie. Et lorsqu'il s'agit de savoir précisément pourquoi, puisque vous dites qu'il y a 200 demandes, alors encore une fois, toutes les informations ne sont pas sur la table d'aujourd'hui, donc c'est compliqué de commenter ce dossier, mais néanmoins, d'après ce que l'on sait, il y a eu différentes demandes, toutes n'ont pas été acceptées par l'Élysée, puisque c'est l'Élysée qui traite ces affaires. C'est quelque chose de logique. Ce qui nous est officiellement rapporté, c'est que sur ces 200 demandes, seules celles qui correspondent à la doctrine Mitterrand, c'est-à-dire les plus graves, c'est-à-dire les crimes de sang, ont été, entre guillemets, acceptées pour enclencher la procédure d'extradition. Maintenant, nous sommes quelque part dans le secret des dieux, hein. Et justement, est-ce que pour un avocat, puisque l'une des avocates de ces personnes s'exprime aujourd'hui dans la presse, est-ce qu'il n'est pas possible de considérer qu'il y a une forme d'opacité, ou en tout cas une sélection parmi les personnes qui pourraient être extradées qui pose problème? Mais je connais la ténacité de ma consoeur Irène Terrel et je ne doute pas qu'elle va soulever absolument tous les moyens qui sont les siens pour empêcher cette extradition. Fethi Benslama, le fait que cela concerne des personnes 40 ans après les faits, plus de 40 ans après les faits, puisque on évoque donc des actions terroristes qui auraient été commises dans les années 70, qu'est-ce que ça vous inspire? Là, je crois manifestement, il y a une question politique à l'arrière-plan et qui est relative à la collaboration sur le terrorisme entre les États européens. Et c'est ça l'enjeu, je ne vois pas un autre. Je crois que Mme Dauzé a donné des éléments. Moi, je connais mal ce dossier, hein, mais il est certain que la question du terrorisme est une des questions majeures aujourd'hui par rapport à la sécurité en Europe. Et donc, sûrement, il y a des accords. L'Italie ne connaît pas de terrorisme islamiste. Hein. Ne connaît pas. Elle n'en a pas ou très peu. Et alors, justement, en tant que psychanalyste, vous vous êtes intéressé au terrorisme islamique. Est-ce que pour vous, le terrorisme en tant que tel constitue une catégorie, le fait qu'on soit un terroriste d'extrême gauche comme ces anciens brigades rouges, ou que l'on soit un terroriste islamiste? Est-ce que ça relève des mêmes ressorts? Est-ce qu'on peut considérer qu'on a affaire à, je ne sais pas, des personnalités, des types de personnalités qui seraient comparables? Alors, la catégorie de terrorisme est une catégorie très compliquée, extrêmement complexe, puisqu'on sait très bien que, et ça a été longuement discuté par beaucoup de gens, mis en cause, etc. Bon, on sait qu'aujourd'hui même, il y a des États qui jugent des personnes pour terrorisme, est-ce que ce sont plutôt des procès politiques? Bon, c'est très compliqué, cette catégorie. Néanmoins, dans un des cas que je traite dans mon livre, une des personnes qui a participé, qui a été djihadiste islamiste, dit: à l'époque où je suis devenu djihadiste, l'offre comme celle du Brigade Rouge n'existait plus. Donc j'ai pris l'offre qui était présente. Et il n'a pas tort. Il y a une offre à un moment donné de violence qui s'impose, la violence inspirée par des motifs politiques.
parce que là, le reste est... Et donc, il n'a pas tort. C'est-à-dire que pour vous, de la même façon qu'on parlait, je ne sais pas, de personnalité autoritaire, par exemple, pour expliquer le fascisme, on pourrait parler de personnalité violente. Je ne sais pas quel terme vous pourriez employer, Fethi Benslama, en tant que psychanalyste, pour expliquer ce passage à l'acte violent dans un contexte, alors politique, théologique, là aussi, je vous laisse qualifier les choses. Justement, dans mon livre, je mets en cause tout ça. Je mets en cause parce que pourquoi ? Premièrement, on constate que le degré de radicalisation de quelqu'un n'est pas déterminant pour qu'il devienne violent. Deuxièmement, les problèmes psychologiques ne sont pas non plus déterminants. Sinon, on devrait avoir des centaines de milliers de terroristes ou de djihadistes. Troisièmement, l'origine dite sociale n'est pas déterminante non plus. On a des gens, des terroristes qui appartiennent aux classes favorisées. Donc, tous ces arguments-là, toutes ces causalités-là ne tiennent pas la route. Et donc, ce que j'ai essayé de montrer en examinant beaucoup de cas, c'est que ce qui m'apparaît aujourd'hui déterminant, c'est ce que j'appelle le saut épique, c'est-à-dire ce sont des gens qui construisent un récit qui est fait de briques et de brocs, de plusieurs éléments, et c'est à partir de ce récit qu'ils ont construit qu'ils vont passer à l'action. Et on voit bien que certains d'entre eux, par exemple, comme on le dit, ils ne montrent pas de signes de radicalisation très forte, de signes faibles ou d'absence de signes totalement. Donc c'est autre chose qu'il faut regarder, et pas seulement ces éléments qui sont, on avance comme des éléments causaux, il y a de causalité, mais ce sont des gens qui construisent leur propre épopée. C'est pour ça que j'ai appelé ça épique. Hein ? Maître Dauzé, vous voyez opiner du chef. Oui, tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et puis, évidemment, je l'éprouve dans mon quotidien. Il n'y a pas de profil type. Non. On ne peut absolument pas dégager de ces personnes qui passent à l'acte, parfois, de profil type. Et vous avez raison, évidemment, de différencier le passage à l'acte violent et la radicalisation. C'est pas du tout la même chose. Et c'est d'ailleurs ce qui pose problème, parce que moi, je ne suis pas, et je n'ai jamais d'ailleurs jugé que la menace endogène n'existait pas. Mais la difficulté, c'est qu'elle est imprévisible. La menace endogène, qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est-à-dire que ce que vient d'expliquer Fethi Benslama, cette menace est imprévisible tout simplement parce qu'il n'y a pas de profil type. C'est-à-dire qu'aucune loi ne parviendra, on voit bien qu'on est dans une surenchère législative aujourd'hui, aucune loi ne parviendra à abolir la menace s'agissant de personnes qui se construisent eux-mêmes, leur destin de violence, ou en tout cas leur passage à l'acte violent, sur des paradigmes et des critères qu'on ne peut pas prévenir, qu'on ne peut pas anticiper. Il y a évidemment des critères, il y a un travail extraordinaire qui peut être fait sur le désengagement. Des renseignements qui travaillent bien. Mais encore une fois, il y a cette imprévisibilité liée à la particularité individuelle de ce passage à l'acte. Mais Fethi Benslama, il y a quand même une différence, ou en tout cas on pourrait faire une différence par rapport au traitement que ces différents types de terrorisme ont reçu. On l'a vu avec Cesare Battisti, qui a été défendu par certains intellectuels en France. Alors il a été défendu en tant qu'il était perçu comme innocent, mais il y avait une forme de dignité au terrorisme politique, alors que l'on considère que le terrorisme d'origine religieuse, là en l'occurrence celui des djihadistes, n'est quasiment pas défendu. Est-ce qu'il y a une différence de traitement selon vous ? Il y a une différence de traitement, mais c'est selon les moments où ce qu'on estime digne ou pas digne. Mais d'abord, ceux qui pratiquent le terrorisme islamiste, leur terrorisme est politique. Et il ne faut jamais l'oublier. La religion, elle sert de couverture. Et souvent, on a bien constaté que c'était des gens qui avaient très peu de religiosité. Même des juges d'instruction ont raconté qu'il y avait des gens qui étaient dans leur cabinet qui ne connaissaient pas les 5 piliers de l'islam. Donc ça montre bien que le discours qu'on tient comme ça, de façade, sur l'islam politique, d'une manière générale, bien que ça existe, cette idéologie, elle existe, bien entendu, elle peut diffuser des éléments de haine, mais ce qui fait que quelqu'un décide
de devenir djihadiste, de passer à l'action terroriste. Et je ne dis pas passage à l'acte parce que c'est un mot qu'on utilise n'importe comment et qui... ce ne sont pas des passages à l'acte, ce sont des gens qui ont réfléchi, ils ont un rapport à leur récit. Le récit qui les conduit à commettre ces actes. Mais justement, Fethi Benslama, quand vous dites que certains de ces djihadistes ignoraient les piliers de l'islam, on peut imaginer que parmi les brigades rouges, eux, en revanche, n'ignoraient pas Trotsky ou les textes de Trotsky. Non. Et c'est en cela qu'il y a une perception différente. Oui, mais est-ce que c'est sûr? Il y a beaucoup de gens qui étaient des marxistes et des marxistes radicaux. Et ils ne sont pas passés à l'action terroriste. Entendu, oui. Oui. Ben, qu'est-ce qu'il fait alors? Je vous pose la question. Eh bien, justement, moi, dans ce livre, j'essaie de dire il y a un récit qui se constitue, que la personne constitue elle-même, qui va être propulseur et décider de son passage à l'action violente. Maître Dauzé, est-ce que l'extradition de ces anciens brigadistes italiens signifie qu'il y a effectivement une telle crainte du terrorisme, le terrorisme choque à ce point la conscience commune qu'il y a un certain nombre de décisions qui sont prises, qui peuvent constituer des entorses au droit? Écoutez, je ne sais pas, mais je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui mêler le sujet de l'extradition de ces membres des Brigades Rouges et celui du terrorisme actuel. Je ne le crois pas. Il y a vraiment une spécificité ici, une histoire qui date de 40 années, une doctrine de Mitterrand dans les années 85 qui n'a vraiment rien à voir avec ce qui nous arrive en France. Maintenant, l'Italie l'explique bien. On est aussi sur, un rapport victimaire à la justice. Et ce que dit l'Italie, c'est les victimes souffrent, elles veulent des procès, ou en tout cas, elles veulent surtout que les peines soient exécutées, pas des procès, puisque pour la grande partie d'entre eux, peut-être même pour tous, il n'y aura pas de procès en leur présence. Mais en tout cas, les victimes ne supportent pas de les savoir en France, en train de construire des vies, alors qu'il y aurait des crimes de sang qui pourraient leur être reprochés et qui leur est reproché. Il y a en Italie, en France et en Europe, une ère victimaire, un rapport très victimaire à l'œuvre de justice. Maître Marie Dauzé, les victoires de Daesh chez Plomb, Fethi Benslama, le saut épique ou le basculement dans le djihad aux éditions Actes Sud. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. On va évoquer à la fois le projet de loi antiterroriste et puis la manière dont a été jugé l'assassin de Sarah Halimi. Il est 8h sur France Culture. Excellent réveil à tous. Nous retrouvons nos invités. Fethi Benslama, psychanalyste. Vous publiez Le saut épique ou le basculement dans le djihad aux éditions Actes Sud. L'avocate Marie Dauzé, vous avez publié Les victoires de Daesh aux éditions Plomb. J'aimerais maintenant évoquer le meurtre de Sarah Halimi et la manière dont son meurtrier a été jugé, puisque en 2017, la Cour de cassation avait reconnu le caractère antisémite de cet acte, mais tout en entérinant le caractère antisémite du crime, la plus haute juridiction judiciaire a confirmé le 14 avril dernier, je cite, l'abolition du discernement du meurtrier. Et voici un expert, Roland Coutenceau, sur le plateau de l'émission de télévision C'est à vous sur France 5. Le voici expliquant la manière dont Kobili Traoré, autrement dit le meurtrier de Sarah Halimi, avait été expertisé. On l'écoute. Moi, ma position, c'est de dire l'acte est antisémite, mais le sujet ne l'est pas forcément. Parce que sinon, on a la contradiction. Comment sortir de cette contradiction? Si c'est le délire qui a sous-tendu le passage à l'acte. Donc on voit que ce n'est pas le sujet dans sa conscience habituelle. D'ailleurs, regardez, je vais vous faire une confidence. Moi, j'ai parlé avec lui quand il était en dehors de la bouffée délirante. Je n'ai pas trouvé qu'il avait un antisémitisme entier, déterminé, tranché. Alors, vous allez me dire, peut-être il peut le masquer. Qu'est-ce que c'est une bouffée délirante? On est un peu désorganisé. Je crois que l'image que j'ai le plus pour ceux qui nous écoutent, je ne sais pas si dans des rêves, bon, je vais être un peu provocateur, ils ont tué quelqu'un, mais ça arrive qu'on est violent dans les rêves. Vous voyez, il y a quelque chose d'un peu de chaotique dans un délire. Hein. Et donc, il y a des bribes.
Par exemple, je peux percevoir, alors que je suis complètement délirant, poursuivi par les démons, je pense que mon beau-père veut me marabouter, et je vois un chandelier où je peux identifier quelque chose. Donc ça se mélange, mais dans un maelstrom un petit peu compliqué. Et moi, ma position, c'est de dire l'acte est antisémite, mais le sujet ne l'est pas forcément, parce que sinon, il faudrait qu'il y ait une intentionnalité. Et donc, un minimum de conscience, et donc pas d'abolition de discernement. En tout cas, c'est la cohérence dans notre champ à nous. Fethi Benslama, est-ce que vous pouvez expertiser l'expert? Parce que je vous avoue que moi, j'ai du mal à comprendre ces propos. Écoutez, le problème de la responsabilité, c'est un vieux problème, un grand problème. Aujourd'hui, il est remis sur le tapis. Ça peut se discuter. Juger quelqu'un peut avoir un effet humanisant, et pour les victimes, et pour celui qui est jugé. Maintenant, la question qui se pose, vous voyez bien, concrètement, ce sont les experts maintenant qui vont débattre du cas. Est-ce qu'il était fou avant d'avoir, par exemple, pris une drogue ou pas? Et ça va donner lieu à un débat d'experts interminable, et devant des juges qui vont regarder les experts discuter. Mais depuis quand le fait de prendre de la drogue est considéré comme étant, non pas une circonstance atténuante ou aggravante, mais là, en fait, c'est tout simplement ce qui permet de considérer que cet homme est irresponsable, alors qu'il y a un certain nombre, effectivement, d'expertises qui ont été faites. Alors, la première a considéré que ce monsieur était schizophrène, et puis l'expert est revenu de cette expertise. Ensuite, on sait que Kobili Traoré, alors qu'il tuait Sarah Halimi, a expliqué que cette femme voulait se suicider, ce qui, dans sa bouffée délirante, montre quand même une certaine cohérence et une certaine capacité à donner le change. Fethi Benslama. Mais écoutez, la psychiatrie n'est pas une science exacte. Mais c'est bien justement ça qui pose problème. Donc, ben oui, vous avez entendu, là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a plus aucun sens ce qu'il dit. L'acte est antisémite, mais la parole, l'antisémitisme, c'est de la parole. D'abord, c'est un discours, et ensuite, il peut donner lieu. Donc, vous voyez, la psychiatrie n'est pas une science exacte, c'est une appréciation, c'est une interprétation. Enfin, le discours qu'on vient d'entendre, je ne sais même pas si on peut qualifier ça de science. Ah non, enfin, je veux dire, la psychiatrie n'est pas une science, c'est une pratique fondée sur des éléments qui peuvent être scientifiques, mais c'est une interprétation. Moi, par exemple, dans les dossiers sur le terrorisme, souvent, les experts ne sont pas d'accord. Et moi, quand je lis ce que dit quelqu'un, je suis encore moins d'accord avec les experts qui ont fait. Avec un collègue psychiatre, on a regardé beaucoup de dossiers avec des expertises, et on trouve rarement des accords. Donc c'est une interprétation. Maître Dauzé. Moi, je voudrais vraiment qu'on revienne au droit et au texte, parce qu'ils ont du sens. On ne juge plus les fous depuis Rome, d'accord? Depuis Rome, il y a une triste parenthèse au Moyen-Âge, mais enfin, que dit la loi? La loi dit que n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits, pas nécessairement 10 ans plus tôt, ou depuis 10 ans, au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Seul compte le point de savoir si ce trouble a été d'une telle intensité que l'auteur a perdu effectivement toute conscience de ses actes. Ça ne signifie pas que la consommation de stupéfiants exonère de toute responsabilité. Il y a un rapport de cause à effet qui n'est pas juste là. Ce n'est pas la consommation de stupéfiants qui explique l'irresponsabilité pénale, mais l'abolition du discernement qui en est éventuellement, et je dis bien éventuellement, la conséquence. Le consommateur de stupéfiants, il s'attend, et parfois il escompte, et parfois il espère, l'ivresse cannabique, mais pas la bouffée délirante qui abolit son discernement. Donc on est ici sur l'imprévisibilité de l'effet de la bouffée, de la consommation de stupéfiants, d'ailleurs qui n'est pas nécessairement que la cause de la bouffée délirante, mais soyons raisonnables, vraiment. Et je reviens sur la déclaration du psychiatre, parce que c'est important. En 2008, on a justement essayé de prendre en considération ce que vous venez de dire, Fethi Benslama. On a essayé de rendre moins insupportable le fait que les fous ne soient pas jugés. Et en 2008, la réforme, ça a été de qualifier le crime et d'arrêter de dire c'est un non-lieu,
Donc, quelque part, ça a résonné pour les victimes, il n'y a pas de crime. On a qualifié le crime et son imputabilité à l'auteur. Et ensuite, on s'est penché sur la responsabilité ou l'irresponsabilité. C'est pour ça que depuis 2008, il y a des audiences devant la chambre de l'instruction. Il n'y en avait pas avant. Des audiences où les parties civiles sont là, les victimes sont là, les experts sont là. Ces audiences sont publiques. Pour avoir assisté à ces audiences, je peux vous assurer que c'est extrêmement troublant parce que généralement, vous vous retrouvez avec quelqu'un dans un box qui ne comprend strictement rien, qui est surmédicamenté et qui délire. Et je peux vous assurer aussi que c'est compliqué pour les parties civiles de le supporter, mais encore une fois, le crime a été qualifié eu égard aux circonstances de l'infraction et ensuite on se penche sur la responsabilité. Ce que disent les experts pour caractériser le caractère antisémite de l'infraction, c'est que pour le docteur Zaguri, le fait qu'elle soit juive l'a diabolisée et a immédiatement amplifié le vécu de l'Iran. Ce qu'il dit, c'est que au moment où il comprend qu'elle est juive ou il sait qu'elle est juive, je n'en sais rien, moi je n'ai pas eu le dossier, mais c'est son voisin. Son vécu, c'est son voisin, donc il ne peut pas l'ignorer. Mais à ce moment-là, dans son processus criminel, il a un vécu délirant. Et c'est son antisémitisme, ou en tout cas la qualité de juive de la victime, qui va amplifier son vécu délirant et le faire arriver à cette bouffée délirante qui anéantit complètement sa responsabilité. Et juste une seconde, après j'en ai terminé, mais c'est important. Si on remet ça en cause, vous savez ce qui va se passer ? On va juger des fous dont le discernement, au moment de l'acte, aura été aboli. Donc l'élément intentionnel de l'infraction, c'est quoi ? L'élément intentionnel du meurtre d'une personne qui, au moment où il commet un meurtre, n'a pas le discernement. A le discernement aboli. C'est quoi l'élément intentionnel ? C'est la consommation de cannabis ? On n'y arrivera pas. C'est pas moi qui le dis, c'est un rapport que monsieur le garde des Sceaux a sur son bureau depuis 2 mois. Et ce rapport dit bien, on ne peut pas réformer. Mais vous voulez revenir au droit à maître. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne aux faits, parce que justement, ce qui est frappant dans cette polémique, c'est que personne ne veut juger les fous, personne ne veut revenir sur cette règle. En revanche, ce que l'on considère, c'est qu'il y a effectivement quelque chose de troublant dans les actes de cet homme qui connaissait cette femme et que celui-ci, lorsqu'il l'a tuée, eh bien, l'a fait en étant suffisamment cohérent et lucide pour donner le change, encore une fois. Est-ce que l'on peut considérer qu'un homme qui donne le change est victime d'une bouffée délirante ? Ça, c'est la question du discernement qui se pose. Vous avez 7 experts qui se sont prononcés. Les 7, contrairement à ce qu'on dit quand on dit le docteur Zaguri n'a pas eu les mêmes conclusions, certes, mais les 7 experts disent qu'à ce moment-là, il était victime d'une bouffée délirante, qu'il ne maîtrisait plus rien et qu'il n'avait absolument pas conscience de ce qu'il était en train de faire. Les 7. Vous avez un juge d'instruction, vous avez des magistrats de la chambre de l'instruction et ensuite des magistrats de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Je vous invite tous à lire l'avis public de l'avocat général près la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui est extrêmement instructif. Encore une fois, qu'il y ait eu dans le vécu de l'Iran une dimension antisémite, c'est incontestable et c'est d'ailleurs acté. Mais la bouffée délirante à ce moment-là abolit un discernement, on ne peut pas le juger. Et franchement, je ne le souhaite pas aux victimes. Je ne le souhaite pas aux victimes pour me rendre régulièrement devant la chambre d'instruction et assister à ces mascarades d'audience qui n'en sont pas. On juge quelqu'un, pas quelqu'un qui est absolument incapable de comprendre ce qu'il fait ici. Fethi Benslama. Non, c'est-à-dire qu'on revient toujours à la question de qu'est-ce que c'est la perte de discernement. Et là, vous avez des experts qui vont discuter, comme on a vu. Et les juges vont... souvent, les juges sont d'une certaine manière dessaisis de leur... par rapport au discours de ces experts qui vont... Bon, mais alors, je vais prendre les choses à l'inverse. Lorsqu'on considère, par exemple, qu'une vieille dame, juive en l'occurrence, incarne le diable, dans ces cas-là, évidemment, et c'est la caractérisation même de l'acte antisémite, on va toujours pouvoir dire que cette personne est délirante, Fethi Benslama. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas été là. Et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a dit, etc. Moi, je ne connais pas ce dossier, mais le problème se pose sur le discours qu'a tenu cette personne au moment où il a commis son acte. Et on ne sait pas exactement moi, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Ce que je sais, c'est que la question de la responsabilité est de nouveau posée, mais elle est posée aussi dans un cadre, dans une situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, qui est finalement une mise en cause de beaucoup de choses qui sont en rapport avec le droit. Nous sommes dans une situation aujourd'hui, vraiment, où il y a, d'une certaine manière, des reculs
sur des questions du droit. On le voit bien. Et ce n'est pas seulement à cause du virus, de la pandémie. Dans beaucoup de domaines, l'état d'exception a fait qu'on est amené petit à petit à ouvrir. Dans l'affaire Sarah Halimi, où voyez-vous l'état d'exception ? Non, c'est une atmosphère générale aujourd'hui par rapport à ça, où on rouvre des questions qui impliquent, d'une certaine manière, un retour et une mise en cause de questions qui sont réglées depuis très longtemps. Maître Dauzé. 0,7% des instructions se terminent par une déclaration d'irresponsabilité pénale, d'accord ? Donc je ne sais même pas, à l'intérieur de ce pourcentage de 0,7%, combien de personnes irresponsables ont consommé du cannabis. Ça, je ne sais pas, ça, c'est peut-être 0,1 ou 0,2, je n'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est que cette histoire finalement a très mal commencé. C'est quand même dans cette affaire que la première présidente de la Cour de cassation et François Molins, procureur général de la Cour de cassation, ont dû faire un rappel à l'ordre au président de la République pour lui demander de respecter l'indépendance de la justice, dont il est d'ailleurs garant. Parce qu'il était déjà, alors même que l'instruction n'était pas clôturée, que la chambre criminelle de la Cour de cassation ne s'était pas prononcée, en train de réclamer un procès. Mais parce qu'il y avait la sensation qu'il y avait un déni d'antisémitisme. Il ne s'agit pas de traiter tous les cas d'irresponsabilité. Il s'agit de considérer que dans ce cas-là, maître, eh bien, la notion d'antisémitisme qui semble évidente aux yeux de tous, quand on jette une vieille dame par la fenêtre, vous vous trompez de débat. Guillaume Erner, vous vous trompez de débat. Le crime antisémite est reconnu. L'irresponsabilité aussi. On peut être irresponsable. C'est le cumul des deux. Mais justement, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Et c'est ce qu'expliquent les experts et c'est ce que l'instruction a démontré. C'est-à-dire qu'encore une fois, le fait qu'elle soit juive l'a diabolisée et a immédiatement amplifié le vécu délirant qui était le sien pour l'amener à une bouffée délirante qui fait qu'au moment du meurtre, il y a bouffée délirante. On a qualifié un crime et je n'ose imaginer si on n'avait pas retenu la circonstance de l'antisémitisme, mais on a constaté qu'au moment on aurait commis tout simplement une injustice si on ne l'avait pas retenu, maître. Mais bien sûr. Mais encore une fois, ne nous trompons pas de débat. Il y a d'un côté la qualification et de l'autre la responsabilité. Maître Dauzé, montons en généralité à tous les actes de terrorisme, puisque l'antisémitisme est une forme aussi de terrorisme. Lorsqu'on a affaire à des individus qui manifestement et heureusement n'ont pas la même représentation du réel que nous et sont effectivement irrationnels. On pourrait multiplier les exemples pour montrer qu'ils sont irrationnels. Comment, dans ce cas-là, considérer qu'ils sont responsables ? Parce que là aussi, on pourrait dire que quelqu'un qui tue une personne innocente qu'il ne connaît pas pour des actes qui n'ont rien à voir, je pense évidemment à cette policière qui a été tuée, mais à toutes les victimes du terrorisme qui n'ont rien à voir. Il y a d'un côté l'abolition du discernement, ça c'est l'alinéa premier de l'article, et puis l'altération du discernement. Et je vais même vous dire quelque chose. Depuis 2014, la loi de 2014, on a considéré que lorsque les experts jugeaient quelqu'un responsable mais considéraient que son discernement avait été altéré et pas aboli, il fallait diminuer la peine. Parce que les jurés, eux, la peur du fou, faisait qu'ils souhaitaient augmenter la peine. Ah bon, son discernement a été altéré, donc il est un peu fou, donc il est très dangereux, donc il faut augmenter la peine. Et donc le législateur a dû prévoir, en 2014, que non, la peine serait réduite à un tiers, ou si la peine était de la réclusion criminelle à perpétuité, à 30 ans. Mais c'est très révélateur tout ça. L'altération du discernement permet de juger quelqu'un. Mais on doit prendre en considération le fait qu'il n'était pas tout à fait responsable de ses actes. L'abolition du discernement, non. Et il est exceptionnel. 0,7% des instructions clôturées. Oui. Je veux dire, vous avez aussi des cas, par exemple, où des gens qui sont fous, qui prennent des thèmes, par exemple, de djihadisme dans leur délire. On a à peu près entre 3 et 5% d'actes violents qui reprennent ça, alors qu'ils n'ont rien à voir avec le djihadisme. Non, mais je crois que amener le débat de l'antisémitisme sur ce terrain-là, et du racisme, sur des terrains de la folie ou de pas folie, je ne vois pas vraiment, c'est détourner ce débat de la question de fond de ces idéologies-là et ce n'est pas le lieu vraiment le plus intéressant pour combattre. On peut comprendre la douleur des victimes, la douleur, etc. Du déni d'antisémitisme et de racisme, ça existe. Mais le déni de justice touche tout le monde, y compris des gens qui ne sont ni victimes ni concernés par cette affaire. Mais attention, il y a une chose. Moi, ce que j'ai appris
de la justice, c'est que la justice ne juge pas des actes, mais juge des personnes. Et ça, cette règle-là, quand même, est une règle très précieuse, parce que si on se met à juger que les actes, ben, ça n'a pas de sens. Mais ce débat, il est aussi vieux, par exemple, que lorsqu'Hannah Arendt écrit dans la manière dont elle relate le procès Eichmann, elle cite le psychiatre qui est censé avoir observé Eichmann, et le psychiatre dit ces mots célèbres, il dit « Eichmann est normal, plus normal que je le suis après l'avoir observé ». Oui. Et justement, Hannah Arendt en tire un certain nombre de conclusions, mais Maître Dauzé, là encore, la question, si on prend Eichmann, c'est par exemple quelqu'un qui n'a absolument aucun sens moral et qui, par arrivisme, va être prêt à perpétrer les actes que l'on sait. À partir de ce moment-là, est-ce que c'est vraiment au psychiatre de juger de la rationalité des faits? Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres logiques qui peuvent être mises en œuvre? Enfin, Eichmann a été déclaré parfaitement responsable de ses actes. Oui. Bien entendu. Donc, mais en fait, là, justement, le fait de considérer qu'Eichmann est quelqu'un de normal du point de vue psychiatrique permet de le condamner. Dieu merci, il l'a été. Mais précisément, à partir de ce moment-là, est-ce que la notion de normalité est une notion qui fait sens dans ce contexte? En matière judiciaire, pas du tout. Les experts psychiatres sont là d'abord pour se prononcer quand il y a un vrai doute sur la responsabilité de la personne. Ensuite, lorsque la personne est, comme vous le dites vous-même, et je reprends vos mots, normale, il y a des expertises psychiatriques. C'était les mots de l'expert psychiatre bien sûr, qui a... évidemment, pour nous éclairer sur la personnalité de quelqu'un. Des experts médico-psychologues et puis des experts psychiatres aussi qui peuvent nous aider, non pas à comprendre un passage à l'acte, mais qui doivent nous éclairer sur l'ensemble d'une personnalité et vérifier d'ailleurs qu'il n'y a pas de troubles psychologiques ou psychiatriques, mais qui ne le rendront pas nécessairement irresponsable ou qui n'auront pas pour conséquence de voir son discernement altéré. Ça n'a strictement rien à voir. Nous sommes ici face à la question de juger les fous, juger ceux qui n'ont eu aucune conscience d'avoir commis ce qu'ils ont commis. C'est ça la question qui est posée. Donc, on est en train de tout mélanger. Vraiment, on est en train de tout mélanger. Fethi Benslama. Non, mais je veux dire, la différence, Eichmann, c'est un homme... Ces actes-là de fou, ce sont des actes intempestifs, imprévisibles, etc. Eichmann, il a mené un programme, lui, c'est très clair, pendant des années, avec une responsabilité. Donc là, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je crois que ce qui ouvre aujourd'hui le plus les plus grandes, comment dire, les débats les plus épineux, c'est tout ce qui est autour de la victime, de la question de la victime, et de le fait que être une victime aujourd'hui, à la fois crée une obligation morale tout à fait normale, mais en même temps, elle ouvre aussi à des excès, et des excès qui peuvent amener très 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 loin, puisque à ce moment-là, on est devant des gens qui sont des martyrs en quelque sorte. Et quand le martyr commence à s'installer, alors là, on est devant quelque chose qui devient difficile à traiter. Qu'est-ce que vous voulez dire, Fethi Benslama? La victime, c'est un martyr. C'est un martyr des temps modernes aujourd'hui. Et vous avez vu que beaucoup de ceux qui commettent des attentats se considèrent comme des martyrs. Il ne faut pas oublier ça. Sans entrer dans des comparaisons simples comme ça, mais je dis d'un côté, on a un devoir moral par rapport aux victimes, mais de l'autre côté, on peut entrer dans un discours excessif qui fait de la victime un martyr, et à ce moment-là, il n'y a plus possibilité de discuter, il n'y a plus la possibilité d'introduire le débat de raison sur les limites, où on commence, ça s'arrête. Et donc, on peut aussi arriver à des accusations publiques, et des procès publics faits par les médias, etc., au nom de la victime. Et là, c'est fini, il n'y a plus de justice. Maître Dauzé. Vous savez, quand c'est l'avocat général près la Cour de cassation qui doit expliquer la règle, moi, ça me pose toujours une vraie difficulté. Ce devrait être un garde des Sceaux. Ce devrait être aussi peut-être un président de la République, plutôt que de dire « il faut réformer, il faut réformer, il faut réformer ». Et je crois aussi que la place des victimes dans une audience ne doit pas transformer l'audience en un lieu de catharsis. On juge quelqu'un. Moi, mon métier, c'est aussi d'accompagner des victimes. Et je peux vous assurer que je les accompagne. Et parfois, je les accompagne aussi pour leur dire « la justice va vous faire plus de mal que de bien. Elle n'arrivera pas à vous réparer parce que, justement, il sera déclaré irresponsable, parce que vous avez été victime de la pire des injustices, mais qu'elle ne se réparera pas par la justice pénale. Pardon.
Pardon, on ne va pas juger les fous pour contenter ou faire croire à la victime qu'elle ira mieux après. Imaginez une cour d'assises avec quelqu'un sous camisole et complètement médicamenté. Encore une fois, maître Dauzé, personne. C'est cela qui est étonnant parce que vous dites on ne va pas juger les fous, mais personne ne le réclame. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait chacun s'accorde sur cette règle de droit pour dire que le fait qu'une personne irresponsable soit déclarée irresponsable est dans la logique des choses et un fait que personne ne veut critiquer. En revanche, il y a la possibilité de mettre en doute, par exemple, une expertise psychiatrique, et je ne doute pas qu'en tant qu'avocate, vous l'ayez fait à de nombreuses reprises, lorsque cela jouait en faveur de la cause que vous souhaitiez défendre. Vous vous trompez, vous savez pourquoi vous vous trompez? Parce qu'à un moment donné, quand cet expert se prononce, quand un juge d'instruction se prononce, quand 3 magistrats de la chambre de l'instruction se prononcent, quand la plus haute juridiction française se prononce, mon rôle, moi, d'avocat, c'est d'expliquer enfin, et pas en bout de course, dès le début, qu'il faut comprendre ce qu'est la loi et pourquoi on a rendu non pas un non-lieu, mais une décision d'irresponsabilité. C'est tout. Donc, sincèrement, si on passe son temps dans ces démocraties, dans nos sociétés modernes, à remettre en cause tout ce que les experts, tout ce que les magistrats peuvent décider, on ne s'en sortira jamais. On doit être là pour expliquer. Mais dans cette affaire-là, il y a deux niveaux. Il y a la douleur des parents, de la victime, etc., qui est une douleur compréhensible et respectable. Il y a la douleur et la souffrance de ceux qui ont souffert de l'antisémitisme, et tout à fait écoutable. Et puis, il y a ce qu'en font les hommes politiques de ça, qui sont souvent dans des démagogies, parce que ce dossier-là a été ouvert quand même par un discours politique, et qui... soit par ignorance, soit par rapidité, soit pour montrer qu'ils sont pour la justice, que la justice passe. Alors que, en France, ces hommes politiques, etc., ne donnent pas suffisamment les moyens à la justice pour fonctionner. Un peu mieux cette année, mais le problème, un des grands problèmes, quand même, en France, c'est celui-là. Un mot de conclusion, maître Dauzé. Non, puis revenons à ce sujet. On assiste aussi à un déplacement de l'hôpital psychiatrique en prison. N'oublions pas que 25% des personnes incarcérées souffrent de troubles psychotiques. 8 fois plus qu'à l'extérieur. La prison, c'est pas un lieu de soins, c'est un lieu de souffrance, mais c'est pas un lieu de soins. Parce qu'on a cassé la psychiatrie. Et c'est même un lieu pathogène. Donc, vraiment, ne nous trompons pas de débat. Merci à tous les deux. Je rappelle vos ouvrages: Les victoires de Daesh, maître Dauzé aux éditions Plomb, Fethi Benslama, Le saut épique ou le basculement dans le djihad aux éditions Actes Sud.